À l'anniversaire de ma mère, ma sœur a levé son verre en souriant ironiquement. Merci pour le prêt de 20 000 $, a-t-elle dit. Considère ça comme un héritage anticipé. Mes parents ont ri, ajoutant, tu es toujours si généreuse. Moi, je me suis contenté de sourire, j'ai pris une gorgée de ma boisson et j'ai envoyé l'email final. Le lendemain, en rentrant chez eux, ils ont découvert que leur hypothèque avait mystérieusement doublé, que la voiture de ma sœur avait été saisie et que les comptes bancaires de mes parents étaient gelés. Mais ce n'était que le début. C'était l'anniversaire de ma mère, et elle avait insisté pour organiser une de ces fêtes familiales classiques et extravagantes. Ma sœur Lisa a fait teinter son verre avec un ongle parfaitement manucuré et a affiché ce sourire impeccable qu'elle avait perfectionné pour chaque événement de sororité à l'université. Merci pour le prêt de 20 000 $, a-t-elle répété, arborant ce sourire étudié, digne d'un concours de beauté. Considère ça comme un héritage anticipé. Il y a eu un bref silence stupéfait avant que mes parents n'éclatent de rire. Ma mère s'est essuyé les yeux comme si elle venait d'entendre la chose la plus drôle du monde. Papa lui a tapoté l'épaule et s'est adossé à sa chaise, visiblement fier de sa fille préférée. Moi, je me suis contenté de sourire. J'ai laissé les glaçons teintés dans mon verre et j'ai pris une gorgée lente. J'ai regardé autour de la table. Certains proches échangeaient des regards curieux. Certains m'ont même lancé des regards impressionnés, comme si j'étais une sorte de sauveur financier. Le truc, c'est que je n'avais jamais donné cet argent à Lisa, je ne lui avais pas prêté un centime, mais j'avais découvert, il y a seulement quelques semaines, qu'elle l'avait volé. Je l'ai appris de la manière la plus difficile. Une lettre de ma banque confirmant un prêt personnel de 20 000 $, soi-disant demandé en mon nom. Le prêt avait été approuvé 3 mois plus tôt, et les fonds avaient déjà été transférés. Au début, j'ai cru à une erreur, mais quelques heures de recherche dans mon rapport de crédit et un long appel téléphonique au département des fraudes de ma banque ont révélé la vérité sordide. Lisa avait falsifié ma signature, utilisé mon numéro de sécurité sociale et même contrefait mon consentement sur les documents. Elle était même allée jusqu'à se connecter à ma banque en ligne avec le mot de passe qu'elle avait dû voler dans mes notes il y a des années. C'était une trahison qui dépassait ce que je pouvais admettre, mais ce qui faisait vraiment mal, c'était à quel point cela ne m'avait pas surpris. Quand j'ai confronté mes parents, ils ont balayé l'affaire d'un revers de main. Maman, le nez déjà plongé dans un magazine brillant, a à peine levé les yeux. Tu as dû oublier. A-t-elle dit en tournant une page. Tu es toujours si généreux avec ta sœur. Papa n'a même pas pris la peine de s'excuser. Il a juste ricané et marmonné quelque chose sur la famille, sur l'entraide familiale. J'ai réalisé à ce moment-là que j'en avais fini d'être le fils oublié, celui qu'on attendait qu'il se sacrifie sans gratitude, celui à qui on demandait toujours d'être le plus compréhensif. Ils avaient fait de Lisa la star de la famille, la fille chérie, celle qui ne pouvait rien faire de mal, mais j'étais fatigué de jouer mon rôle dans leur petite fantaisie. Pendant que Lisa levait son verre, savourant son moment de triomphe satisfait, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, l'écran déjà ouvert sur un brouillon que j'avais peaufiné pendant des jours. J'ai appuyé sur « Envoyer ». Les emails que je venais d'envoyer étaient les premiers d'une longue série de désagréments soigneusement orchestrés. Ils atteindraient les bonnes personnes en quelques heures, le genre de personnes qui posent des questions difficiles et qui n'utilisent pas la loyauté familiale comme excuse. Quand mes parents et Lisa sont rentrés chez eux le lendemain matin, la première surprise les attendait. Le paiement de leur hypothèque avait mystérieusement doublé pendant la nuit, une erreur technique qui les laisserait se débattre pour trouver des réponses et épuiserait leurs économies pendant des semaines. La précieuse Audi de Lisa, son bébé, celle qu'elle exhibait fièrement à chaque réunion familiale, avait disparu de l'allée. Elle était déjà à mi-chemin d'un bloc d'enchères grâce à une saisie silencieuse déclenchée par un paiement soi-disant manqué, mais que la banque, que j'avais alertée, avait signalé. Et peut-être dans le coup le plus cruel, les comptes bancaires de mes parents avaient été gelés dans le cadre d'une enquête pour fraude suite à un signalement anonyme de transactions non autorisées utilisant l'identité volée de leur fils. Bien sûr, ce n'était que le début. J'avais des plans élaborés pendant des mois, et je n'allais pas m'arrêter tant qu'ils n'auraient pas réalisé exactement en quoi ils m'avaient transformé. Le matin après la fête, j'ai reçu un appel de Lisa. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que ça passe sur la messagerie vocale, puis un autre, et encore un autre. Après la 6e tentative, elle a fini par abandonner. Quelques minutes plus tard, une série de messages textes est arrivée. Son ton passait de la confusion à la panique. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé, ignorant les vibrations pendant que je me faisais un café. Je voulais qu'elle marine un peu plus. J'avais le temps.
C'était un jeu à long terme, et j'allais savourer chaque étape. Plus tard dans l'après-midi, mon grand-père a appelé. J'ai marqué une pause en voyant son nom sur l'écran. Contrairement à mes parents, mes grands-parents avaient toujours été de mon côté. Ils m'avaient aidé à payer l'université, m'avaient appris la valeur du travail acharné et ne m'avaient jamais fait sentir comme une pensée secondaire. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Fiston », a dit sa voix profonde et calme à travers la ligne. « Il faut qu'on parle. » Il ne semblait pas en colère, juste préoccupé. Je pouvais l'imaginer, probablement assis dans son fauteuil préféré sur la véranda arrière, se frottant le menton comme il le faisait toujours quand la famille devenait trop dramatique. J'ai accepté de les rencontrer, lui et ma grand-mère, chez eux le lendemain. Quand je suis arrivé, ma grand-mère m'attendait sur la véranda, ses yeux bienveillants un peu plus perçants que d'habitude. Elle m'a conduit à la cuisine, où l'odeur du café fraîchement moulu et déroulé à la cannelle me rappelait les étés que j'avais passés là-bas quand j'étais enfant. Mon grand-père était assis à la table, un dossier Kraft devant lui. Il n'a pas perdu de temps. « Qu'est-ce qui se passe, fiston ?» J'ai pris une profonde inspiration, et mon esprit est revenu au moment où Lisa avait levé son verre, ce sourire suffisant et arrogant sur son visage. Je leur ai expliqué le prêt, la falsification, et les années passées à être le bouc émissaire de la famille. Je leur ai raconté la confrontation, le geste dédaigneux de ma mère, la manière dont mon père avait à peine levé les yeux. Ils ont écouté sans m'interrompre. Leurs visages se sont durcis à chaque détail. Quand j'ai fini, mon grand-père a poussé le dossier vers moi. Je l'ai ouvert. Mes yeux ont parcouru la pile de documents soigneusement organisés. Des copies de mai, des relevés bancaires, et même quelques images de surveillance de Lisa dans une agence bancaire. On avait le sentiment que quelque chose n'allait pas, a dit ma grand-mère doucement, ses yeux brillant d'une flamme que je n'avais pas vue depuis des années. Ta sœur s'en est tirée pendant trop longtemps, et tes parents l'ont laissé faire. Mon grand-père s'est adossé et a croisé les bras. On ne va pas rester les bras croisés et te laisser te faire entraîner là-dedans. On a un plan, mais il faut que tu sois prêt à aller jusqu'au bout. J'ai hoché la tête, ressentant le poids de leur soutien. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à ce moment. D'abord, a dit mon grand-père en tapant sur le dossier, on va s'assurer que ces 20 000 $ ne disparaissent pas dans le sac à main de Lisa. Si tes parents veulent ignorer ça, tant pis, mais la loi ne le fera pas, ma grand-mère a ajouté. Et ne t'inquiète pas pour l'argent, on t'aidera avec l'aspect légal. Il est temps qu'elle apprenne que les actions ont des conséquences. Quand je suis sorti de chez eux ce soir-là, le soleil se couchant derrière les arbres, j'ai ressenti un étrange mélange de colère et de soulagement. Je n'étais pas seul dans ce combat. Pour la première fois en des années, j'ai senti que l'emprise étroite que ma famille avait sur moi commençait à se desserrer. Et ce n'était que le début. Quelques jours après ma réunion avec mes grands-parents, j'ai eu un premier aperçu de la profondeur de ce terrier de lapin. Ça a commencé par un message texte frénétique de ma mère. « Fiston, s'il te plaît, appelle-moi, quelque chose va très mal. » Je l'ai ignoré. 1 heure plus tard, mon père a appelé 2 fois, puis un message texte. « On doit parler. Appelle-moi dès que possible. » Je l'ai laissé mijoter un moment, savourant le chaos. Je savais exactement ce qui se passait. Le gel bancaire que j'avais mis en place avait enfin touché leur compte courant principal, celui qu'ils utilisaient pour payer leurs factures et financer les dépenses continues de Lisa. Il faudrait quelques jours avant qu'ils ne réalisent que leur carte de crédit avait également été signalée pour une possible fraude, mais le vrai coup est arrivé cet après-midi-là. Ma sœur était enfin à sec. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir, frappant à la porte comme si le bâtiment était en feu. J'ai envisagé de la laisser s'épuiser, mais la curiosité l'a emportée. J'ai ouvert la porte d'un coup sec et me suis appuyé contre le chambranle pendant qu'elle passait à côté de moi dans mon salon, agrippant son sac de créateur comme une bouée de sauvetage. « Qu'est-ce que t'as fait ?» Elle s'est retournée sur ses talons, les yeux hagards, les cheveux en désordre d'une manière que je n'avais jamais vue. On aurait dit qu'elle sortait d'une crise de nerfs. Ma voiture a disparu. Les comptes de maman et papa sont gelés. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je suis passé devant elle jusqu'à la cuisine et j'ai pris une bière dans le frigo. J'ai pris une longue gorgée et je l'ai enfin regardée dans les yeux. Je sais pas, Lisa, peut-être que tu devrais appeler la banque, tu sais, la banque où t'as falsifié mon nom. Son visage a blêmi un instant. Elle avait l'air vraiment effrayée, comme une enfant surprise à voler pour la première fois. Je l'ai pas fait, a-t-elle bégayé, serrant son sac plus fort.
C'était juste temporaire. J'allais le rembourser. Avec quoi, ai-je rétorqué, mon ton plus tranchant maintenant. Avec ton argent des pubs Instagram, tes petits contrats de marque. Allez, Lisa, on sait toutes les deux que t'as pas ce genre d'argent. Son visage s'est tordu. La peur s'est transformée en quelque chose de plus froid, de plus familier. Maman et papa vont régler ça, a-t-elle sifflé, comme un serpent acculé. Ils le font toujours. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à ça. Ouais, peut-être. Mais là, tout de suite, tes comptes sont gelés, ta voiture a disparu, et t'as une grosse affaire de fraude sur le dos. Bonne chance avec ça. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une vraie panique dans ses yeux. Elle a reculé maladroitement, son esprit probablement en train de passer en revue sa liste d'amis Instagram qui pourraient la tirer d'affaire. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose, puis a semblé changer d'avis et est sortie en trombe, claquant la porte si fort que les cadres photos sur mon mur ont tremblé. J'ai pris une autre gorgée de ma bière. L'amertume froide était particulièrement satisfaisante. Je savais que ce n'était que l'acte d'ouverture. La vraie tempête était encore en train de se former, et Lisa n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, car pendant qu'elle s'activait à essayer de comprendre comment sauver ses finances ruinées, mes grands-parents et moi passions à la phase suivante. Nous avions trouvé un avocat, un vrai requin spécialisé dans les cas de fraude. Il était déjà en train de rédiger les documents pour porter plainte, et mes grands-parents avaient réussi à déterrer de vieilles relations d'affaires qui rendraient la vie de Lisa infernale une fois la plainte déposée. Et puis, il y avait l'affaire de mes parents, ceux qui m'avaient toujours traité comme le plan de secours, le fils fiable qui absorberait silencieusement tous les coups pour le bien de la famille. Ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très dure sur la loyauté et la confiance. Alors que j'étais assis sur mon canapé, le téléphone vibrant avec un autre appel entrant de ma mère, j'ai ressenti une sombre satisfaction. Pendant trop longtemps, j'avais été le bon fils, le silencieux, celui qu'on prenait pour acquis, mais plus maintenant. Et ça, ce n'était que le début de leur effondrement. 2 jours après la visite paniquée de Lisa, j'ai reçu un appel de mon avocat. Il avait déposé la plainte initiale contre elle pour vol d'identité et falsification, et les démarches étaient en cours pour porter plainte officiellement. Je savais que ça allait la frapper comme un train de marchandises. J'étais assis à mon bureau, en train de vérifier des emails professionnels, quand j'ai reçu un message de mon grand-père. C'était court, juste une ligne, allume les infos locales. J'ai pris la télécommande et zappé sur la chaîne locale. Je suis resté bouche bée en reconnaissant la maison blanche et élégante à l'écran, la maison de mes parents. La caméra s'est focalisée sur une paire d'agents du shérif postés près de la porte d'entrée, leur voiture de patrouille garée dans l'allée, gyrophares allumés. La voix du journaliste a crépité à travers l'écran, couvrant le bourdonnement du ventilateur sur mon bureau. Les autorités locales ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Mark et Janet Wilson ce matin. Selon des sources, l'enquête est liée à des accusations de fraude financière et de vol d'identité impliquant une somme d'argent considérable. Je me suis adossé à mon siège. Un coin de ma bouche s'est crispé en un sourire. Je ne m'attendais pas à ce que les choses avancent si vite, mais je ne m'en plaignais pas. J'ai attrapé mon téléphone et fait défiler jusqu'au chat de groupe que j'avais avec mes grands-parents. « Avez-vous quelque chose à voir avec ça ?» ai-je écrit, mes doigts tapant rapidement. Un instant plus tard, mon grand-père a répondu, juste en train de m'assurer que les roues continuent de tourner. « Ne t'inquiète pas pour ça. Reste discret. » J'ai ri doucement, ressentant une vague de satisfaction que je n'avais pas réalisé désirer. J'imaginais mes parents courant dans tous les sens dans la maison, mon père essayant de raisonner avec les officiers, ma mère probablement en pleine crise de nerfs, agrippant ses perles comme une femme au foyer des années 50 dont la vie parfaite s'effondrait soudainement autour d'elle. Puis, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel de Lisa. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, mais elle a immédiatement réessayé. J'ai soupiré et finalement décroché, ne serait-ce que pour voir quelle histoire elle allait inventer cette fois. « Qu'est-ce que t'as foutu ?» a-t-elle pratiquement crié, sa voix résonnant à travers le petit haut-parleur du téléphone. « Je ne vois pas de quoi tu parles », ai-je répondu, gardant un ton calme, presque ennuyé. « La police vient de faire une descente chez maman et papa. Ils mettent tout sens dessus-dessous. Ils ont pris l'ordinateur portable de papa, les dossiers de maman. C'est quoi ce bordel, Gon ?» J'ai pris une profonde inspiration, savourant l'instant. « Peut-être que tu devrais leur demander, » ai-je dit, ma voix posée. « Ou mieux encore, demande-toi à toi-même.
Tout ça a commencé avec toi, tu te souviens. Il y a eu un silence, seulement les bruits faibles et chaotiques de la maison de mes parents étant fouillés en arrière-plan. Je pouvais presque la voir, figée, son monde s'écroulant autour de sa tête parfaitement coiffée. Tu fous tout en l'air, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. J'ai souri et me suis adossé à ma chaise. Non, Lisa, c'est toi qui as fait ça. Moi, je ne fais que terminer ce que tu as commencé. J'ai raccroché et jeté mon téléphone sur le bureau. Je savais qu'elle finirait par venir me chercher. Elle essaierait d'entraîner nos parents là-dedans, de raconter l'histoire à son avantage comme elle l'a toujours fait, mais cette fois, j'avais l'avantage, et je n'allais pas le lâcher. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec un autre message de mon grand-père, « Prépare-toi pour la prochaine étape. On ne fait que commencer. » J'ai senti mon pouce accélérer alors que l'excitation de la chasse m'envahissait. Mes grands-parents avaient raison, ce n'était que le début. Et quand nous aurions fini, Lisa, mes parents, et le petit monde parfait qu'ils avaient construit autour d'eux ne seraient plus que cendres et souvenirs brisés. Les répercussions de la perquisition ont frappé comme une vague gigantesque. En 24 heures, les vies soigneusement entretenues de mes parents ont commencé à se fissurer. Les mêmes voisins qui discutaient autrefois par-dessus les clôtures blanches murmuraient maintenant derrière les stores, observant le chaos. Les nouvelles locales avaient repris l'histoire, et leurs visages apparaissaient à l'écran toutes les heures comme le dernier épisode d'un accident de train au ralenti. Mon père, cadre dans une firme financière régionale, avait été temporairement relevé de ses fonctions en attendant une révision interne. Sa société n'avait aucun appétit pour le scandale, surtout un impliquant une possible fraude. Ma mère, dont la vie sociale tournait autour d'événements caritatifs et de brunchs huppés, s'est soudain retrouvée exclue de ses cercles habituels. Ses appels téléphoniques restaient sans réponse, les invitations se sont taries, et ses soi-disant amis l'évitaient comme la peste. Mais le véritable effondrement a touché Lisa. J'avais surveillé ses réseaux sociaux, observant son existence soigneusement orchestrée se défaire. Les publications ont ralenti, puis se sont arrêtées complètement. Elle a fait quelques tentatives maladroites pour contrôler le récit, des légendes vagues sur la trahison et les luttes familiales, mais la réaction a été brutale. Puis est venu le véritable coup dur. J'ai reçu un appel de mon grand-père. Sa voix était ferme, mais avec une pointe de satisfaction indéniable. « C'est l'heure », a-t-il dit, ses mots tombant avec précision à travers la ligne. « Retrouve-moi au cabinet de l'avocat cet après-midi. » Je me suis présenté dans l'élégant immeuble aux murs de verre du centre-ville, le genre d'endroit où chaque bureau offre une vue sur l'horizon et où l'air sent le bois poli et l'argent ancien. Mes grands-parents étaient déjà dans la salle de conférence, assis en face d'un homme grand et à l'apparence affûté dans un costume des années 80. La table était couverte de dossiers soigneusement rangés, chacun étiqueté avec un terme juridique qui semblait crier le pire cauchemar de Lisa. Mon grand-père a hoché la tête lorsque je me suis assis, son expression sérieuse mais empreinte de fierté. Ma grand-mère m'a tapoté le bras de manière rassurante, ses yeux plus perçants que jamais. L'avocat n'a pas perdu de temps et a poussé un épais dossier à travers la table. « Voici la plainte officielle », a-t-il dit en tapotant la couverture. Falsification, vol d'identité, fraude électronique, tout est là. Avec les preuves que nous avons rassemblées, il ne s'agit pas seulement des 20 000 $. On parle d'une possible peine de prison. J'ai ouvert le dossier et parcouru les pages soigneusement rédigées. Chaque paragraphe était un clou dans le cercueil du monde soigneusement construit de Lisa. Des emails avec des signatures falsifiées, des registres de transferts bancaires, des images de surveillance de la banque où elle s'était fait passer pour moi. C'était une montagne de preuves. « La maison ?» ai-je demandé, regardant mes grands-parents. Mon grand-père s'est penché en avant, ses yeux d'acier. « Tes parents l'ont mise en garantie pour un prêt commercial il y a quelques années. Maintenant que leurs comptes sont gelés et que leur crédit est en chute libre, la banque a déjà entamé la procédure de saisie. Ils seront dehors d'ici la fin du mois. » J'ai ressenti une oppression dans la poitrine, un étrange mélange de satisfaction et de quelque chose proche de la tristesse. J'avais autrefois admiré mes parents, essayé pendant des années de gagner leur respect, d'être le fils dont ils pourraient être fiers. Mais ces jours étaient révolus. J'ai pris le stylo que l'avocat m'offrait et signé sur la dernière ligne, ma signature nette et délibérée. Quand j'ai levé les yeux, mes grands-parents me regardaient, leur visage mêlant fierté et soulagement tranquille. « Bien », a dit mon grand-père, se levant et me donnant une tape ferme sur l'épaule. « Maintenant, laissons le système faire son travail. » En quittant le bureau, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur les rues de la ville,
j'ai ressenti une étrange calme m'envahir. C'était le point de non-retour. Le règne de ma sœur, en tant que petite fille dorée, gâtée et intouchable, était terminé. Le favoritisme aveugle de mes parents s'était brisé. Je me suis arrêté à un passage piéton, observant le flux constant de la circulation, et j'ai laissé échapper un soupir lent. Ce chapitre de ma vie touchait enfin à sa fin, et je me sentais plus léger, libre d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Mais il me restait encore une dernière étape à franchir, le véritable adieu final à une famille qui n'avait jamais vraiment été une famille. Une semaine après avoir signé les documents, la tempête a vraiment frappé la maison de mes parents. La vaste maison coloniale blanche avec une pelouse parfaitement entretenue a été officiellement saisie. L'avis du shérif, brillant et incontournable, était placardé sur la porte d'entrée comme une lettre écarlate au néon. Leur compte restait gelé, leur score de crédit détruit, et la société hypothécaire avait saisi leur deuxième propriété, une maison de vacances dans les montagnes dont ils aimaient se vanter à chaque réunion familiale. Lisa, privée de sa voiture et coupée de sa principale source de soutien financier, vivait désormais dans un petit appartement encombré de l'autre côté de la ville, tentant désespérément de reconstruire son empire d'influence en ruine. Elle a publié une vidéo larmoyante et tremblante sur Instagram, affirmant être victime d'une campagne de diffamation. Mais Internet n'a eu aucune pitié. Les commentaires étaient impitoyables. Ses abonnés l'ont abandonnée en masse. J'observais tout cela de loin, gardant mon téléphone en mode silencieux, tandis que les appels et messages de mes parents s'accumulaient, chacun plus frénétique que le précédent. Au début, seule ma mère suppliait pour une explication, puis mon père. Leurs messages devenaient plus colériques, plus exigeants. Finalement, même Lisa a essayé, son ton oscillant sauvagement entre excuses et venin, mais je les ai tous ignorés. Puis, un après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. C'était la voix de ma mère, rauque et tendue, comme si elle avait pleuré. Je n'ai rien dit, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer. « Von, s'il te plaît » a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. « Il faut qu'on parle. Ton père a perdu son emploi. On perd la maison. Ils ont pris nos comptes. On ne sait pas quoi faire. » J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids des années de négligence, de rejet et de ressentiment silencieux peser sur ma poitrine. « Peut-être que tu devrais demander de l'aide à Lisa, » ai-je dit, mon ton neutre. Il y a eu une pause stupéfaite, du genre où l'on peut presque entendre le cœur de quelqu'un se briser à l'autre bout de la ligne. « Von, s'il te plaît » a-t-elle dit, la voix hachée, sa confiance habituelle disparue. « On est une famille. » J'ai fermé les yeux. Ma prise s'est resserrée autour du téléphone. Famille. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Un mensonge que j'avais enfin cessé de me raconter. Non, ai-je dit, ma voix froide et ferme. On ne l'est pas. Plus maintenant. J'ai raccroché, laissant le téléphone tomber sur le canapé à côté de moi. Je suis resté assis là longtemps, regardant les lumières de la ville par ma fenêtre. Le bourdonnement lointain de la circulation était un bruit blanc étrangement réconfortant. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Quelques jours plus tard, j'ai rassemblé mes affaires dans mon appartement, vendu la plupart de mes meubles et déménagé dans une nouvelle ville, là où l'ombre de ma famille ne pouvait m'atteindre. Mes grands-parents m'ont aidé à trouver un endroit, petit mais lumineux, un appartement d'une chambre avec de grandes fenêtres et un balcon donnant sur un parc. Avant de partir, je suis passé chez eux une dernière fois. Ma grand-mère m'a serré fort dans ses bras, murmurant à quel point elle était fière, tandis que mon grand-père m'a donné une tape sur l'épaule, ses yeux brillants d'une fierté rare et silencieuse. « Tu as bien fait, petit » a-t-il dit alors que je mettais mon sac à dos sur l'épaule. « Tu t'es défendu. Ne l'oublie jamais. » En m'éloignant, j'ai ressenti un mélange étrange et douloureux de perte et de soulagement. Je savais qu'il faudrait du temps pour avancer, pour arrêter de regarder par-dessus mon épaule, attendant la prochaine trahison. Mais je savais aussi que je ne laisserais plus jamais personne profiter de moi de cette manière. J'étais libre, et pour une fois, ma vie m'appartenait vraiment. Mise à jour ***, bonjour à tous. Je ne prévoyais pas de publier à nouveau, mais quelque chose s'est passé récemment qui m'a semblé être une conclusion appropriée à tout cela, alors j'ai pensé le partager. Ça fait environ 6 mois que j'ai coupé les ponts avec ma famille. J'ai déménagé dans une nouvelle ville, trouvé un travail correct,
et commencer à construire une vie qui me semble mienne pour la première fois depuis des années. J'ai un petit appartement lumineux, un groupe d'amis qui n'apportent pas des décennies de bagages émotionnels, et une routine qui n'implique pas de marcher sur des œufs autour de mes parents ou de sortir ma sœur de sa dernière crise. La situation juridique s'est terminée il y a quelques mois. Lisa a évité la prison de justesse grâce à un accord incluant une montagne de travaux d'intérêt général, une lourde amende et une tâche permanente sur son casier. Mes parents ont perdu leur maison, leurs économies et la plupart de leurs soi-disant amis. D'après ce que j'ai entendu récemment, ils ont déménagé dans un petit logement en location en périphérie de la ville, loin de la vitrine à 5 chambres avec laquelle ils dominaient le reste de la famille. Je pensais que c'était la fin, que j'avais enfin clos ce chapitre pour de bon. Puis, il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de mes grands-parents. Je n'avais pas eu beaucoup de nouvelles d'eux depuis l'audience finale au tribunal, principalement parce que j'avais essayé de me distancier de tout ce qui touchait à ma vie d'avant. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai trouvé un document net et plié, un acte à mon nom. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que je regardais. Mes grands-parents m'avaient acheté un petit terrain en périphérie de la ville, une parcelle tranquille près d'une rivière, avec une vue sur les arbres et les collines au loin. Ce n'est rien de luxueux, juste quelques hectares et une allée de gravier, mais c'est à moi. Il y avait aussi une note, écrite de l'élégante écriture cursive de ma grand-mère, Won, nous savons que nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous espérons que cela pourra être une petite partie de ton avenir. Construis quelque chose de bien ici. Crée une vie qui te rende heureux. Tu le mérites. Nous t'aimons. Je suis resté assis là, tenant le papier, fixant les mots jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Ça semblait être une véritable rupture finale avec tout ce que j'avais essayé de laisser derrière moi, une chance de repartir de zéro, de construire quelque chose sans les ombres de mes parents et de ma sœur sur moi. Je m'y suis rendu quelques jours plus tard, juste pour le voir de mes propres yeux. C'était un après-midi frais et nuageux, le jour où l'air est vif et propre, et le ciel bas et gris. J'ai marché le long de la limite de la propriété, les feuilles craquant sous mes bottes, la rivière à proximité coulant rapide et froide. Debout là, avec le vent murmurant à travers les branches et l'odeur de la terre humide autour de moi, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai réalisé que, pour la première fois, je ne faisais pas que survivre, je vivais, je construisais, j'avançais. Alors voilà, je suppose que c'est tout. Merci d'avoir lu, pour votre soutien, et de m'avoir rappelé qu'il est normal de se défendre, même si cela signifie s'éloigner des personnes censées vous soutenir. Prenez soin de vous tous. J'espère que vous trouverez tous votre paix aussi.